Bon, bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir pour cette conférence grand public du 7e colloque RSPDL, 7e édition de ce colloque, qui depuis 3 éditions consacre une soirée ouverte au public. Je remercie évidemment Mélissa, Aurélie et Anaïs d'avoir accepté notre invitation autour de cette question, le sport de performance au féminin. Je profite pour faire quelques remerciements. Je remercie l'UFR STAPS et Arnaud Guével pour nous avoir donné ou mis à disposition plutôt ces locaux, les locaux de l'UFR, à la fois pour le colloque, mais aussi pour cette soirée grand public. Je remercie aussi la fondation de l'université qui contribue largement financièrement pour cette journée, cette soirée, grand public. La fondation, c'est une organisation qui développe le mécénat avec les entreprises et les donateurs privés pour accompagner l'innovation, la recherche et contribuer à la diffusion de la connaissance scientifique. Donc merci à la fondation. Pour démarrer cette conférence grand public, je vous évoque le format retenu. Donc, premier temps, Aurélie, puis Mélissa, puis Anaïs vont successivement avoir 2 minutes pour se présenter. Ensuite, on procédera à un exposé d'Aurélie de 20 minutes. Je vous donnerai la parole pour 3-4 questions dans la salle. 8 à 10 minutes d'échange avec vous. Puis ensuite, on procédera de la même manière avec Mélissa. Puis ensuite avec Anaïs. Bon, certains seront peut-être frustrés parce que 3 questions, c'est pas beaucoup. Donc il y aura encore ensuite 20-25 minutes en fonction du temps qui nous restera pour compléter le questionnement adressé à 1, à 2 ou aux 3. D'accord ? Voilà le format retenu. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonjour à tous. Bon, il faut bien commencer. Pour me présenter, donc, je suis Aurélie Bresson. Juste une petite correction, je ne suis pas journaliste. Je suis directrice de publication du magazine Les Sportives. Avant tout, je suis experte des médias et de la communication. J'ai travaillé avec le Tour de France cycliste pendant 5-6 ans, pendant 6 ans. Je travaille pour de nombreuses fédérations sportives, dont l'UNSS, donc l'Union nationale du sport scolaire, depuis 4-5 ans. J'ai été membre des experts de la commission de la candidature de Paris 2024 et je m'engage beaucoup pour l'ONU Femmes France, pour l'empowerment des petites filles, notamment à travers le sport. Mais je suis présente aujourd'hui surtout pour parler des sportives. Les sportives, c'est mon bébé. J'ai créé ce magazine qui est le premier média papier de sport féminin en France. Il n'y en a jamais eu d'équivalent avant. Que vous avez pu voir à l'entrée en arrivant et que certains se sont déjà servis. C'est vraiment le magazine, c'est un trimestriel qui est reconnu aujourd'hui comme un magazine de fond de sport et la moitié des lecteurs sont des hommes. Et je l'ai créé dans l'histoire des médias, c'est un peu inédit parce que je l'ai créé seule et en fonds propres. J'ai eu aucun mentor et aucun incubateur. Et voilà, il va bientôt avoir 3 ans et il fait son chemin. Il est là pour bousculer les mentalités et pour justement accompagner le changement pour plus de mixité, d'égalité et pour bousculer un peu les codes de la place des femmes dans la société et dans le sport. Voilà, en fait, j'assigne 2 minutes, ça passe très vite. Voilà, on développera tout à l'heure. Je passe la parole à Mélissa. Donc Mélissa Plaza, bonjour à tous et à toutes. Je peux faire le format 3 minutes, 3-4 minutes, ouais. Non, c'est important de raconter l'histoire parce qu'on comprend mieux le sens des engagements quand on a eu l'histoire. Donc je vais me présenter un petit peu. J'ai l'habitude de le faire en citant un certain Mark Twain qui disait qu'il y a 2 jours très importants dans notre vie. Le jour où l'on naît et le jour où l'on comprend pourquoi. Et moi, j'ai compris pourquoi j'étais née lorsque pour la première fois de ma vie, j'ai eu un ballon dans les pieds. Je me suis découvert une passion. Il n'y avait pas de raison particulière, pas de papa à la maison, pas de grand frère puisque c'est moi l'aîné. Et pourtant, j'ai été passionnée tout de suite. Cette passion, elle a été fondatrice,
mais elle a aussi été salvatrice. Parce que j'ai très vite compris que le football allait être une chance de pouvoir m'extraire d'un climat familial difficile, une chance de pouvoir passer du côté de celles et ceux qui prennent leur revanche sur la vie, et une chance aussi de pouvoir faire un joli pied de nez au déterminisme social. Mais derrière cette passion, derrière cette avidité pour le ballon, j'ai compris plus tard que je recherchais autre chose, que je cherchais avant tout de la liberté, au-delà des codes, au-delà des normes, au-delà des interdits et des chemins tout tracés. Très loin donc des vies de princesses dont nous assénait Walt Disney à l'époque avec Blanche-Neige, Cendrillon et toute la clique. Et le football aura donc été, si ce n'est le prétexte, au moins le moyen de devenir la personne que j'avais envie d'être et non pas celle qu'on attendait que je sois. Mais vous en doutez certainement, quand on sort des sentiers battus, la tâche s'avère difficile, surtout quand on est une femme. Cumul de tard. Alors bien sûr, il m'a fallu jouer des coudes à la récré pour être intégrée dans une équipe, pour ne plus être laissée sur la touche, là, dans le petit périmètre de 2 mètres carrés, généreusement laissée aux filles pour jouer à la marelle et à la corde à sauter. Se battre pour ne plus être choisie la dernière ou collée dans les buts parce qu'on n'a pas de gardien. Et pour enfin être désignée capitaine d'équipe. Et je dois dire qu'à terme, quand même, les garçons ont su être pragmatiques et ont compris que s'ils voulaient gagner, il valait mieux m'avoir dans leur équipe. Et puis, bien sûr, quand les choses sérieuses ont commencé, il a fallu que travail et persévérance deviennent les maîtres mots de mon quotidien, s'oublier dans l'effort au nom de ses ambitions, délaisser quelque peu sa vie sociale et ses envies d'adolescente pour se donner les moyens d'atteindre le Graal. Le Graal, quand on est joueuse ou joueuse de foot, c'est de devenir professionnelle et de jouer en équipe de France. Et puis, il m'a fallu aussi, par la suite, comme bien d'autres, endosser le rôle de râleuse, même si ça n'était pas vraiment contre nature chez moi, et montrer qu'on n'en avait jamais assez et qu'on n'allait pas se satisfaire, nous, footballeuses professionnelles, d'un terrain sans éclairage, de maillots XXL en coupe homme, de vestiaires insalubres, de douches froides, de voyages interminables dans des bus scolaires, ou encore d'à peine un demi-SMIC pour un travail à temps plein. Et puis, il a aussi fallu réaliser que le football ne serait pas une fin en soi et prévoir l'après. Prévoir l'après, c'est choisir de mener une double vie dans laquelle études et sports de haut niveau ne cohabitent qu'à condition que la conviction et l'abnégation soient de mise. Et comme ça n'était pas assez difficile, il a aussi fallu convaincre les autres qu'on pouvait être femme et footballeuse, et être footballeuse professionnelle et faire de belles études. Et aujourd'hui, en regardant derrière moi, je me demande toujours ce qui a été le plus dur. Est-ce que c'était de mener de front la thèse et le foot à haut niveau, ou était-ce plutôt de convaincre mon entourage que le choix était fait, celui de ne pas faire de choix entre les deux, justement? Alors certains vous diront, ici y compris, que le rôle de l'atypique me correspond parfaitement. Et c'est vrai que je suis fière aujourd'hui d'être devenue la première footballeuse à avoir obtenu un doctorat en parallèle de sa carrière. Mais ce rôle-là, je l'ai endossé malgré moi. Et bien que j'ai parfois pris du plaisir, je ne peux pas m'empêcher de me demander chaque jour, franchement, est-ce que ça n'aurait pas pu être plus simple ? Ça va être difficile de passer après ça. Donc bonjour à toutes et à tous. Merci Mélissa. Donc du coup, pour commencer par me présenter, je dis que je suis socio-historienne du sport, du corps et du genre. Et du coup, aujourd'hui, je vais essayer de éclairer, si vous voulez, mon positionnement d'enseignante-chercheuse en STAPS, à l'UFR STAPS d'ailleurs de l'Université de Paris-Sud, par ma trajectoire sportive qui est pas heureuse comme celle de Mélissa justement, mais vous comprendrez que ça aura du sens. Donc le sport de compétition a toujours fait partie de ma vie. J'avais qu'un seul objectif, c'était être sportif de haut niveau. Et du coup, c'est l'athlétisme, le 800 mètres, qui a rythmé les 18 premières années de ma vie. Et au fur et à mesure de mon perfectionnement donc dans la pratique, j'ai pris conscience très tôt des rapports de pouvoir et de domination, de genre, surtout en premier lieu, de classe aussi. Mais j'ai découvert que le sport représentait un champ particulièrement passionnant, et on le verra tout à l'heure, pour questionner le processus de catégorie, notamment la bicatégorisation homme-femme, propre au monde sportif. Pourquoi ? Parce que c'est un des seuls domaines sociaux où la non-mixité est la norme dominante. Et je pense qu'il est important qu'on note dès à présent que pourquoi
c'est souvent une question qu'on me pose, le sport de compétition est bicatégorisé, c'est qu'on part du principe que les corps masculins et féminins sont explicitement hiérarchisés, avec pour principe que les hommes seraient, je mets bien entre guillemets, naturellement plus forts, on pourra y revenir. Malheureusement, j'ai pas excellé en athlétisme, et donc je me suis dit comment faire pour pouvoir être une sportive de haut niveau. Je me suis orientée vers des disciplines athlétiques dites de tradition masculine, encore très peu pratiquées par les femmes en 2000, donc j'ai essayé de faire du marteau. C'était tout juste officieusement ouvert aux femmes dans les années 90, j'ai fait du marteau, de la perche, du triple saut, et je pensais que naïvement, je pouvais y trouver une place. Donc je tiens à dire que j'ai fini 3e sur 3e au championnat départementaux de marteau. C'était ma médaille, j'étais hyper fière. Donc voilà. Bon, ça s'est arrêté pour moi parce que voilà, 3e et puis avec, j'ai eu une médaille juste parce qu'on était 3. Bref, et du coup, j'ai découvert très tôt qu'en tant qu'athlète, que le monde du sport était un bastion de la masculinité, un fief de la virilité, pour reprendre Elias et Dunning. Puisque celles qui excellaient n'avaient pas de championnat de France, pas de championnat d'Europe, pas de championnat du monde. Donc ça s'arrêtait. Et qu'est-ce qu'on faisait en fait ? On accompagnait les athlètes masculins dans les championnats de France de marteau, de perche, de triple saut. Et personne s'en étonnait. Si vous voulez, cet interdit c'était considéré comme normal, légitime, naturel et accepté de tout le monde. Une autre inégalité qui m'a marquée à l'adolescence, c'est que vous avez bien compris que j'étais en difficulté. Donc c'était la non-mixité dès lors qu'on arrive dans la puberté, mise en place dans la différence d'intensité et de qualité de l'entraînement qui nous était proposé. Moi, j'étais nulle, donc j'avais envie de bénéficier des préparations masculines pour rattraper mon retard en me mesurant à la norme dominante et toujours dans cet espoir d'accroître mes performances. Et donc, très clairement, il nous était explicitement demandé de maintenir notre corps dans les limites, si vous voulez, dominantes de la féminité, c'est-à-dire pas trop de muscles, du moins surtout pas autant que les hommes. Donc on faisait pas les mêmes gammes, on faisait pas la même musculation, etc. parce qu'on avait un entraînement spécifiquement féminin. On pourra y revenir. Bref, pour conclure quand même, pour me présenter, parce que j'ai toujours du mal, parce que j'aime le sport, je tiens à préciser que le sport de compétition, par rapport à tout ce que je vais vous dire après en plus, n'est pas que processus de discrimination et d'inégalité. Il est en fait contradictoire dans les valeurs qu'il véhicule. Et je trouve ça difficile quand on travaille sur la bicatégorisation, les normes de genre dans le sport, puisque pour moi, il s'articule autour de valeurs énoncées qui sont en tension les unes avec les autres. C'est-à-dire que quand on fait du sport, soit on a la maxime très célèbre, l'important c'est de participer, qui est complètement antagoniste à celle qui exprime situs, altus, fortus, plus vite, plus haut, plus fort. Ça aurait du sens tout à l'heure. Donc je voulais dire que même s'il m'a fait découvrir des processus de discrimination de genre, d'âge, de classe, de handicap même, le sport, cette passion m'a également forgé, apporté beaucoup de qualités comme la patience, l'endurance, l'acceptation de l'échec, même si c'est pas facile, etc., etc. Je vous remercie. On enchaîne avec Aurélie. Maintenant, tu n'as plus 15 minutes. Ah, 15 minutes, je n'ai plus 20 minutes. Le temps. Commence pas à mettre la pression déjà. Donc, pour revenir finalement au magazine Les Sportives, je n'ai jamais vraiment de support PowerPoint. Pourquoi ? Parce que le support, il est là. Le sport féminin, c'est un peu aussi mon histoire, mon ADN, mais l'ADN du magazine Les Sportives. Donc, comme je vous l'ai dit, en fait, il est parti du constat. Je l'ai eu il y a pile 10 ans. J'étais sur les bancs de l'école, donc sur les bancs de la faculté. J'ai simplement regardé autour de moi. Et il y avait ces femmes qui faisaient toutes du sport, enfin toutes, qui étaient des sportives qui jouaient à l'ESBF, parce que je viens de Vesoul. Donc je vous parlerai tout à l'heure que ça a été aussi un handicap. C'est sur les bancs de la faculté que mes plus grandes amies étaient des sportives de haut niveau, qui ne faisaient pas leur diplôme en 2 ans, mais en 3 ans, qui avaient un emploi du temps adapté, qui ne venaient pas aux soirées étudiantes parce qu'elles avaient entraînement, qu'elles ne venaient pas déjeuner avec nous parce qu'elles avaient entraînement ou qu'elles avaient match. Je me suis dit, c'est dommage, elles font des sacrés choix, pour ne pas dire sacrifices, et elles ne sont même pas médiatisées, elles ne sont même pas dans les médias. Donc à force d'ouvrir le journal L'Équipe, de regarder les matchs de football, et comme je suis une passionnée de médias, vous l'avez compris, je ne peux pas me lever le matin sans avoir mon canard. Et à chaque fois, je ne voyais pas les sportives, je ne voyais pas des femmes. Ou alors c'était femmes, sport, ou les résultats, ou des remarques sexistes. Et je me suis dit, pourquoi on ne parle pas d'elles ? Et finalement, pourquoi pas créer un média ? Donc, quand il a fallu créer le média Les Sportives, j'ai eu plusieurs freins.
Donc déjà, je viens de Vesoul. C'est où Vesoul? J'ai moins de 30 ans. Enfin, j'avais moins de 30 ans. On va corriger. J'avais moins de 30 ans, j'étais pas la fille de ou le fils de, bien souvent, puisque dans les médias, il faut avoir le réseau, il faut être la fille d'eux, il faut montrer patte blanche, il faut montrer qu'on a l'expérience. Et en plus, parler de sport au féminin, c'était encore un petit peu proscrit il y a 3-4 ans. C'était très compliqué. Et quand on voit encore les chiffres aujourd'hui, ça reste aussi très, très alarmant en termes de médiatisation du sport féminin. Et quand on parle de médiatisation, on parle que de l'audiovisuel. Pour citer quelques chiffres, le CSA a fait une étude en 2012. Ça représentait en fait la retransmission des matchs féminins ne représentait que 7%, et en 2016, 16 à 20%, ce qui est très minime. Et depuis, il n'y a pas eu d'enquête, comme par hasard. Et en termes de presse écrite, il n'y a aucune enquête qui est réalisée aujourd'hui sur la place, sur la part des féminines dans les médias sportifs. Les Dégommeuses ont mené une enquête l'année dernière. Je ne sais pas si vous connaissez l'association Les Dégommeuses. C'est une association de femmes qui milite pour un sport à travers le sexe, en fait, les LGBT, et pour un sport plus égalitaire et mixte. Elles ont mené une enquête sur un panel de 10 titres de presse sur un mois. L'équipe, France Football, SoFoot et un peu la PQR. Et en fait, finalement, le foot féminin ne représentait que 2,1% des pages. C'est-à-dire que sur 1320 pages étudiées au total, il n'y en avait que 28 qui étaient dédiées à des sportives. Ou alors, c'était une malmédiatisation, comme j'aime bien le dire, où il était question de... quand on parlait d'un club de football féminin, on mettait des photos des hommes qui serraient des mains, alors qu'on parlait des sportives. Voilà, c'était une malmédiatisation, ou alors c'était tout de suite cette jolie footballeuse, ou cette jolie, voilà, avec des grands qualificatifs et des adjectifs comme les journalistes l'aiment bien. C'est pour ça aussi que j'aime toujours préciser que je ne suis pas journaliste, mais directrice de publication, c'est-à-dire que je veille à la belle ligne éditoriale et à la bonne ligne éditoriale du magazine dans son ensemble, sur vraiment les éléments de vulgarisation et de faire évoluer les mentalités aussi sur ce point-là. Pour continuer un peu sur cette médiatisation, sur justement la mise en lumière de la performance sportive, il faut savoir vraiment que les audiences, le top 10 des audiences sur la TNT, ce sont des matchs de sport féminin. Donc récemment encore, on avait France-Cameroun qui a fait... la France a gagné 6-0. C'était la semaine dernière sur W9, un mardi soir, et il y a eu 720 000 téléspectateurs, soit 5,1 part d'audience. Donc c'était le record de la soirée, pourtant c'était un mardi soir. Et finalement, je peux aussi vous citer, puisque vous êtes une terre de handball, ça viendra tout de suite à l'esprit un peu de tout le monde. En 2017, les filles sont championnes du monde de handball sur TF1, un dimanche après-midi, alors qu'il faisait plutôt beau pour au mois de décembre, 4,3 millions de téléspectateurs et un pic de 6 millions vers la fin, lors de la concrétisation de la finale. Donc c'est pas rien, enfin c'était France-Norvège, c'est pas rien, et ça peut se comparer, il faut le comparer, c'est malheureux, à un match, à la finale de la Ligue des champions de football, qui était sur C8 en 2016, qui avait fait moins de téléspectateurs, 4,2 millions. Donc ça montre que le sport féminin, que la performance sportive féminine intéresse, mais qu'il y a encore du chemin à faire. Et on peut se poser la question, pourquoi les chaînes ne se positionnent pas dessus, pourquoi il n'y a pas plus de public dans les stades, pourquoi il n'y a pas plus de soutien au sport féminin. Pour en revenir justement aux sportives, on reste dans la médiatisation. Je tiens vraiment à souligner que c'est un magazine sportif, c'est pas un magazine féminin. Quand vous lisez les sportives, c'est vraiment du contenu sportif. Vous vous amuserez à aller dans un relais, une librairie. Pourquoi il y a un rayon féminin? Il n'y a pas un rayon marqué masculin, il y a juste un rayon féminin. Et on y retrouve la cuisine, minceur, fitness, et après, les mecs peuvent avoir accès à tout le reste des rayons, avec le bricolage, l'automobile, la psycho, etc. Voilà, pourquoi il faut qu'il y ait marqué féminin dans ce coin où il y a mode, et pas le mot masculin ailleurs. Et j'ai voulu justement sortir de ce cloisonnement féminin,
sortir les filles de ce cloisonnement. Pourquoi une sportive doit être forcément féminine? Est-ce qu'une sportive ne peut pas simplement être une sportive et elle peut aussi bien faire du rugby, de la boxe. Elle n'est pas cloisonnée à faire du yoga ou du fitness. Donc c'est vraiment un magazine de sport avant tout, un trimestriel, donc lectorat presque à moitié masculin. Il faut savoir que les premiers consommateurs de sport restent les hommes, même en termes de performance sportive féminine. Donc c'est un trimestriel qui est en kiosque, vous l'avez compris. Plus de 20 000 exemplaires. Donc si on multiplie par 4, ça fait quand même plus de 60 000 exemplaires distribués en France, en Belgique et en Suisse. Mais moi, quand je le dis, ça me fait toujours un peu quelque chose, puisque j'ai un peu mon bébé, et ça a été une grande première. Et à chaque fois que je vais en kiosque, je suis comme ça quand je repère mon magazine. Et aussi, ce magazine, c'est une vraie transversalité dans les autres médias. Parce que je travaille beaucoup avec SoFoot, avec l'équipe, même avec Cosette, pour justement amener ces sportives et montrer qu'elles peuvent être partout. À terme, si le magazine n'existe plus, ça m'ira très bien. Ce que j'aimerais, c'est que tout le monde ait le constat, tout le monde se rende compte, prenne conscience que les sportifs sont partout, que le sport est au cœur de tout. Et c'est pour ça que le magazine est reconnu aujourd'hui comme un magazine de fond sur le sport féminin, mais avant tout un magazine de fond sur le sport, avec des sujets éducation, avec des sujets autour du handicap, de la culture, de la formation, etc. Donc vraiment, quand j'ai créé le magazine, c'était de dire on appelle un chat un chat. Comment vous appelez une femme qui fait du sport? Tout simplement une sportive. Et vous vous amuserez à regarder aussi sur Google, vous tapez le mot sportive. Maintenant, vous verrez le magazine et tous les articles de presse relatifs. Mais il y a quelques années, avant la création du magazine, vous tapiez sportive. Encore sur Twitter, je l'ai tapé hier soir. Vous ne trouvez que des voitures. Et je suis une grande fidèle lectrice de l'équipe. La semaine dernière, j'en ai fait un petit tweet d'ailleurs. J'ai ouvert l'équipe et je me suis dit, il n'y aura peut-être pas forcément de sportives aujourd'hui. Ah bah si, il y en avait plein, mais c'était que des bagnoles parce que c'est le mondial de l'automobile. Donc voilà, l'idée de ce magazine, c'est de se repositionner le mot sportive et vraiment faire reconnaître que la femme peut être performante dans le sport, que la femme, elle peut exceller dans le sport et dans tous les sports possibles. Donc le pourquoi du mot sportive. Et pour revenir aussi à la jeunesse du magazine, c'était un parcours semé d'embûches. J'ai été moi-même sportive, j'ai fait de la gymnastique, sauf que j'étais cloisonnée à être dans un sport dit au féminin. Donc j'ai vu aussi dans l'autre sens cette problématique des garçons qui veulent faire de la gymnastique, mais qui se font un peu taper du sucre sur le dos. Tu fais un sport de gonzesse. Il y avait aussi dans cette démarche de création du média de montrer que tous les sports sont possibles et pour tout le monde. Et c'est pour ça qu'on parle aussi des hommes dans ce magazine. Il ne faut surtout pas prendre le magazine et se dire, comme bien souvent, « Ouh là là, si je regarde un magazine de sport, ça va me renvoyer à moi-même. Ça veut dire qu'il va falloir que je mange plus correctement et que je fasse du sport pour rentrer dans mon bikini cet été. » Non, c'est vraiment pas le cas. C'est vraiment un magazine qui est là pour accompagner les mentalités. Puisqu'aujourd'hui, c'est vraiment là pour aider à l'émancipation, enfin toujours dans cette dynamique de changement des mentalités et de décloisonner la femme et le sport. Pourquoi toujours dire femme de sport, femme en sport, sport féminin? Pourquoi ne pas appeler un chat? Parce que, comme j'aime bien dire. Donc, en fait, selon moi, l'avenir du sport, c'est finalement la requalification du mot sportif et du mot sportive. Il n'y a qu'en France, en plus, qu'il existe un mouvement sportif dans les pays anglo-saxons et autour de nous, où les sportives et les sportifs sont subventionnés ou sont aidés par le service public. Dans les autres pays, en fait, les sportives et les sportifs sont aidés par les entreprises et on travaille aussi à côté. Ils ne sont pas à 100%, ils ne sont jamais à 100% sportifs ou sportives. Donc aujourd'hui, selon moi, tout le système sportif olympique est un peu, c'est pas un rêve, ce sont des grandes paroles. C'est une institution née au 19e siècle avec un univers social très, très élitiste et anachronique aujourd'hui, on peut le dire. Il a essayé en fait de se moderniser en intégrant des sports populaires et en intégrant les femmes. Mais pour moi, en fait, c'est peut-être ce qui freine le développement du sport féminin aujourd'hui. Voilà d'où je voulais en venir. Et au-delà de ce système autour de la performance olympique, comme on l'appelle,
à travers la sportive. Pour moi, il y a une vraie transformation économique du sport et il faut l'accompagner, il faut en être conscient. Au-delà des médias dont je vous parlais, c'est toute l'économie du sport qu'il faut observer et accompagner dans l'évolution des pratiques, l'évolution de l'offre, l'évolution de la manière dont on consomme le sport, avec une croissance incroyable des salles de sport. Sachez que les salles de sport, leur cible principale, ce sont les femmes. Regardez n'importe quelle publicité de salle de sport, il y a toujours une femme. Finalement, le marché est en pleine croissance, même le marché du textile féminin. C'est plus de 4% en 2015, alors que le textile global ne fait que 1%. Et dans la presse, c'est la même chose. Dans les médias, globalement, c'est la même chose. Donc il y a une évolution des consommations et une évolution aussi de l'image de la sportive. Mais quand on regarde, il y a une vraie contradiction entre le marché qui prend de la place, le marché des femmes qui prend de la place, qu'on voit davantage dans les médias, qui prennent la place dans le marché de l'économie. Mais il y a une vraie contradiction avec l'image réelle qu'elle a. Et je vais prendre l'exemple vous en avez peut-être tous entendu parler, de la grosse réflexion d'un journaliste sportif avant-hier, qui s'appelle Denis Balbir, qui a justement dit qui est contre l'idée qu'une femme puisse commenter du football masculin. Voilà. Et c'est vrai qu'il n'y a qu'en France où c'est compliqué. On n'a aucune femme. La dernière femme qui a été journaliste et commentatrice d'un match de football masculin, c'était quand, à votre avis ? Qui était commentatrice de tout le match, qui n'était pas sur le terrain, qui était commentatrice. La dernière, c'était en 2007, Jésabelle Lemonnier sur Direct 8. Donc ça remonte à il y a longtemps, mais la dernière en date, c'est depuis septembre là, c'est Candice Roland sur l'équipe. Après, il y a des commentatrices, il y a aussi des femmes au bord du terrain. Là, il y avait Karine Galli qui fait les interviews au bord du terrain, mais c'est pas du commentaire de match, il faut en être conscient. Donc, dans les pays qui sont nos voisins, ça marche très bien. Pourquoi en France on a cette difficulté à avoir une femme commenter du foot alors qu'on la laisse commenter du foot féminin ? C'est quand même assez bizarre. Enfin, je vous laisse sur ces questions. Je pense que je vais dépasser un peu le temps. Je sais pas du tout. Il n'a même pas regardé. Mais voilà, il y a une vraie question à se poser, puisque si je peux vous citer aussi quelques noms. Bon. Si je peux citer encore quelques noms, en Grande-Bretagne, on a Vicky Sparks, qui intervient sur la BBC, et qui, ça fait près de 10 ans qu'elle commente et qu'elle œuvre en tant que journaliste sportive dans le foot. Et pourquoi en France, on a cette difficulté, à avoir des femmes à ce que les femmes puissent prendre leur place dans les médias et prendre la parole, sans avoir toujours une remarque sexiste ? Donc il y a vraiment cette notion de remise en cause perpétuelle de la performance de la femme, que ce soit journaliste, sportive, ou que ce soit sportive elle-même, avec le cas Serena Williams dans sa tenue. Voilà, c'est toujours une question d'image et de contradiction entre l'évolution de la place de la femme dans la société et l'image aussi qu'on lui colle encore à la peau. Donc je vous laisse avec toutes ces interrogations, et si vous avez des questions, je vous laisse me les poser sans problème. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Bonjour, merci pour votre intervention. Je me pose la question des auteurs qui contribuent au magazine. Et je voudrais en savoir un petit peu plus, si c'est possible, sur la manière dont ils sont choisis. Est-ce que ce sont des auteurs qui vous sollicitent pour écrire ou l'inverse ? Voilà, peut-être pouvez-vous nous éclairer sur ce point. Merci d'avance. Alors juste votre question déjà nous a interpellés toutes les trois. Comment vous appelez des personnes qui écrivent ? Est-ce que c'est des auteurs ou est-ce que c'est des autrices ? Est-ce que c'est des rédactrices ? Ça revient à la question pourquoi les femmes commenteraient que du foot féminin ? Pourquoi des journalistes femmes n'écriraient que dans les magazines féminins ?
Sachez que d'ailleurs, je connais des journalistes hommes qui ont dû transformer leur prénom et signer des articles en prénom de femmes pour pouvoir écrire dans des magazines féminins pour être un petit peu plus crédibles. C'est malheureux. Dans le magazine, il y a aussi bien des hommes que des femmes. Et j'ai un point d'honneur à ce que les relecteurs sont à la fois des hommes et des femmes, pour pas tomber justement dans cette une dynamique comment on va dire, féministe intégriste, mais vraiment sur le côté vulgarisation du sport, vulgarisation voilà, de manière générale et de compréhension par tous. Ce que je veux pas avec les sportifs, c'est casser du sucre et être toujours dans la comparaison homme-femme. C'est un peu le problème justement dans le football. Quand on regarde un match de foot féminin, on entend bien souvent les réflexions où il n'y a rien qu'à regarder sur les réseaux sociaux. Il y a toujours elle court moins vite que les garçons. Il y a toujours cette comparaison avec les hommes. Et voilà, dans la presse, c'est un peu c'est la même chose. Ne pas comparer, mais vraiment changer aussi ses mentalités, de montrer que c'est foncièrement différent, mais que ça reste du sport. J'espère avoir répondu à votre question. Je peux vite m'égarer. D'autres questions ? Bonjour et merci pour cette intervention. Là. Moi, je réfléchissais en vous écoutant sur la position entre guillemets dominée des femmes dans le sport, et je pense que c'est très très lié aux enjeux économiques des diffuseurs. Et que pour aller un petit peu plus loin dans la réflexion, je pense que c'est pas seulement la performance qui est importante, c'est la victoire. Parce que la victoire rend visible, et qu'en réalité, pour les diffuseurs, peut-être qu'il y a une raison à ça par rapport aux résultats. Alors je parle des résultats internationaux, hein. Bon, évidemment, pas des résultats régionaux ou départementaux. Je dirais que la problématique, c'est que la femme, elle peut être performante et elle peut avoir des très beaux résultats. On peut balayer toutes les unes de l'équipe, par exemple. Je dis l'équipe parce que tout le monde connaît l'équipe. On ne va pas comparer avec France Football ou autres médias. Si on regarde bien, sur l'ensemble de la médiatisation des Jeux Olympiques, les femmes ont fait presque plus de médailles que les hommes. Et pourtant, elles font la moitié moins de couverture médiatique que les hommes. À Glasgow, là, sur les championnats d'Europe multisport cet été, qui était une grande première, hein, ces championnats multisports européens, les femmes ont fait clairement plus de médailles que les hommes. C'est dans le dernier numéro, non, celui d'avant. On fait clairement plus de médailles que les hommes, et pourtant on n'en a quasi pas entendu parler. Donc pour moi, c'est pas une question de résultat, et mes voisines ont réagi également. C'est pas une question de médaille, c'est vraiment une question encore de mentalité, de stéréotypes, et elles le développeront elles-mêmes. Je pense qu'il y a... C'est pas encore dans les mœurs, et puis c'est aussi des gros choix de rédaction et des choix, de choix politiques, en effet. Il y a certaines chaînes qui ont enfin compris et qui ont vu l'opportunité de diffuser certains matchs, qui ont vu que ça coûtait pas cher maintenant, que ça coûtera peut-être plus cher plus tard, mais que c'est maintenant qu'il fallait prendre le pli. Mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Bon. Est-ce que la comparaison avec le sport masculin, c'est pas justement ce qui fait votre force? Parce que, par exemple, on peut parler du Super Sport 300, qui a eu un championnat motard, qui a vu une femme s'imposer lors d'un championnat du monde, et qui a créé comme ça un déferlement médiatique à ce propos-là, et on va voir la naissance de la Formule W dans les années à venir, qui représente quand même un investissement considérable par rapport au sport féminin, puisqu'il va y avoir des droits de diffusion, il y a des grandes écuries qui se sont positionnées. Donc est-ce que quelque part, c'est pas ce qui fait aussi votre force? Et dans la temporalité, est-ce qu'avec l'évolution, c'est pas aussi ce qui va faire la force du sport féminin demain? Merci pour votre question qui est très intéressante, mais je pense que c'est à double tranchant. Par exemple, dans le rugby, c'est une force pour les rugby women, puisque, mais il faut le reconnaître, tout le monde ne le reconnaît pas. Soit ça met les femmes dans une situation de victime, c'est moins bien que, c'est bien souvent malheureusement ce qui est dit, soit c'est une force dans la reconnaissance de la différence.
Dans le rugby, on reconnaît que la stratégie et le jeu des femmes, c'est plus dans l'évitement, c'est plus tactique, alors que les hommes, c'est beaucoup plus dans la confrontation. Donc je pense que ça peut faire une force vraiment dans la différence, parce qu'on est foncièrement différents. Ça, on peut faire une force, mais ça peut aussi desservir avec des réponses toujours dans la négation. C'est moins bien que « oh, elles savent pas courir »,« oh », parce qu'il y a toujours cette comparaison au masculin. Peut-être qu'un jour, il y aura ce déclic où ça en fera une vraie force, mais aujourd'hui, c'est encore une difficulté. Merci. Je propose d'enchaîner avec Mélissa. S'il y a d'autres questions pour Aurélie à la fin des 3 exposés, on pourra y revenir. Quand tu veux. Merci Bruno. J'aurais bien réagi sur toutes les questions, mais je ne vais pas le faire parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ça ne fonctionne plus? Qu'est-ce que tu as touché? Bon, c'est pas grave, on va démarrer quand même. Du coup, je vais faire juste un petit topo sur les constats qu'on peut faire actuellement. Il y a 2 grands constats qu'on peut faire. Le premier, c'est qu'effectivement, ça ne vous a pas échappé, mais nous tendons de plus en plus à nous sédentariser, puisque nous utilisons de moins en moins notre vélo pour aller au travail. Nous utilisons de plus en plus les transports en commun. Nous utilisons de plus en plus les escalators, les ascenseurs, à défaut de prendre les escaliers. Et parallèlement à ça, nous avons une inactivité physique croissante. L'OMS a d'ailleurs caractérisé cette inactivité physique comme le plus grand fléau du XXIe siècle, puisqu'elle serait responsable, cette inactivité physique, de près de 3,2 millions de décès dans le monde, ce qui est considérable. Et ça, il est impossible de ne pas le mettre en parallèle avec ces 2 autres constats, puisque les femmes en France, aujourd'hui, les 2 premières causes de mortalité des femmes en France sont les pathologies cardiovasculaires et les cancers du sein, des poumons, du larynx et du côlon. Et qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre les pathologies cardiovasculaires et les cancers? Du sport. Ces 2 premières causes de mortalité sont responsables aujourd'hui en France de près de 50% des décès des femmes. Ça fait 150 000 décès par an. Ça aussi, c'est significatif. Et après ces 2 constats, il y a un autre constat qui est assez effarant et qui est en lien, bien entendu, c'est que dans le contexte sportif, on a des performances et des différences entre les femmes et les hommes en faveur des hommes encore très importantes. Des différences en termes de performance, notamment d'écart entre les records, des différences d'investissement et des différences en termes de type de pratique. Si on en vient d'abord aux performances, on se rend bien compte aujourd'hui qu'on a des écarts de performance dans toutes les disciplines en faveur des hommes, à minima de 10%, et ça peut monter jusqu'à 16% à peu près. Si on prend les disciplines où les différences entre les femmes et les hommes sont les plus importantes, on a notamment le cyclisme, la course à pied et la natation. Donc par exemple, sur le dernier triathlon, la différence de performance entre les femmes et les hommes était de l'ordre de 16%, si on moyenne les 3 disciplines, ce qui est quand même significatif. À côté de ça, on a un investissement moindre chez les femmes, puisque les femmes pratiquent en moins grande intensité que les hommes. Et surtout, elles sont sous-représentées dans le contexte compétitif, puisqu'actuellement, elles représentent 37,5% des licenciés de nos fédérations sportives, et elles ne représentent que 36% de nos sportifs de haut niveau, inscrits sur les listes ministérielles. Et le dernier constat qu'on fait, et je pense que vous l'avez aussi remarqué, c'est qu'on a une pratique qui varie selon qu'on est homme ou femme, puisqu'on a des disciplines qui sont éminemment masculines, telles que le rugby, le football, même si on a eu un accroissement du nombre de licences important ces dernières années, les femmes ne représentent que 5% des licenciés de la Fédération française de football. On a des disciplines qui sont, à contrario, extrêmement féminines, l'équitation, la danse, bien entendu. Et on a de plus en plus de disciplines mixtes. Néanmoins, donc cette espèce de couloir de verre qu'on observe dans le sport, c'est également celui qu'on observe dans le monde de l'entreprise, puisqu'on a des métiers qui sont féminins
et des métiers qui sont à contrario masculins. Et le deuxième constat qu'on fait dans ce sens-là, c'est qu'on observe, comme dans le monde de l'entreprise, comme dans le monde professionnel, un plafond de verre. C'est-à-dire que si je vous prends l'exemple de l'équitation, qui est une discipline plutôt très féminisée, avec 80% de licenciés à la base, plus vous montez dans la pyramide et plus les femmes disparaissent. C'est-à-dire qu'à la base, elles sont 80%, on monte un peu dans les cavaliers et cavalières professionnels, elles ne sont plus que 36%. Voilà, la moitié a disparu. Et puis quand on arrive tout en haut, eh bien, il n'en reste plus beaucoup. Au JO de Rio, elles étaient 3 en équipe de France sur 13. Ça pose quand même une question, finalement, sur qu'est-ce qui se passe entre tout en bas et tout en haut, puisque c'est censé être un sport féminin, elles devraient briller dans l'élite. Mais là, elles disparaissent. Alors, bien sûr, ces performances, on a tenté ces écarts, ces inégalités en contexte sportif, on a tenté de les expliquer. Souvent par des facteurs biologiques. Bien entendu, c'est la première chose qui nous est avancée. L'argument biologique, donc oui, effectivement, durant la puberté, la masse musculaire et donc la force et la puissance se développent davantage chez les garçons, dû à l'effet anabolisant de la testostérone. Là, je ne vous apprends rien. Et puis, à l'âge adulte, effectivement, à poids de corps égal, et seulement à poids de corps égal, et aussi avec une alimentation et un taux d'activité physique comparable, la force musculaire des hommes est supérieure en moyenne, et en moyenne seulement, à celle des femmes dans le haut du corps. C'est là que le bas blesse. Alors on dit en moyenne. Pourquoi en moyenne ? Parce qu'effectivement, alors là je vais vous prendre un exemple très concret en termes de vitesse maximale aérobie que vous connaissez sans doute, je ne vais pas vous expliquer ça, mais vous avez en haut la courbe des garçons en bleu, en dessous la courbe des filles en rouge. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'effectivement à l'adolescence, les différences entre les filles et les garçons deviennent significatives. Ok. Sauf que pour faire une moyenne, il faut des gens au-dessus de la moyenne et des gens en dessous de la moyenne. Jusque-là, on est assez d'accord. C'est ce qu'on appelle des écarts types. Alors si on prolonge les écarts types sur le graphique, on s'aperçoit que finalement les deux courbes se chevauchent. Et je vous le dessine avec, voilà, en plein, pour vous rendre compte. Ce qui signifie simplement que, effectivement, en moyenne, les garçons ont une meilleure VMA que les filles, en moyenne. Mais il y a aussi des filles qui ont une VMA équivalente à celle des garçons, voire meilleure que celle des garçons. Et on a eu des exemples, par exemple, dans des disciplines mixtes, où des femmes ont remporté la victoire. Alors bien sûr, la chinoise qui avait gagné la médaille d'or au JO de Barcelone, vous allez me dire oui, mais c'est du ski, c'est du tir, c'est pas pareil, c'est de la précision, c'est de la technique, c'est de l'habileté. D'accord. Mais alors Corinne Favre, qui a gagné la course Courmayeur-Champeix-Chamonix en 2006 au scratch, là c'est quand même une discipline où on requiert un peu de qualité athlétique. Est-ce qu'il y en a qui savent combien elle fait cette course ? Un peu plus même, je crois que c'est plus de 100 km. En tout cas, on s'approche de la centaine de kilomètres et on a un sacré dénivelé positif. Tout ça pourquoi ? Pour vous dire aussi que cet argument biologique qui est avancé depuis très longtemps, il a récemment été démenti, puisqu'on a toujours, on nous oppose toujours l'argument que les hommes ont toujours été meilleurs, plus forts que les femmes, et on s'aperçoit qu'à certaines époques, eh bien, les femmes étaient beaucoup plus musclées que nos hommes sportifs de haut niveau actuellement. Alors, c'est lié bien sûr à des phénomènes sociaux, mais c'est aussi lié à l'alimentation, puisqu'on sait aujourd'hui encore que les femmes mangent beaucoup moins de viande rouge, par exemple, que les hommes, notamment dû à l'effet des stéréotypes de genre. Et tous ces facteurs sociaux et d'acculturation font qu'à un moment donné, finalement, les femmes et les hommes, les différences entre les femmes et les hommes s'agrandissent, s'accroissent. Donc moi, je suis là évidemment pour vous dire que cet argument biologique unique pour expliquer ces différences en contexte sportif, il ne peut pas tenir. Il ne peut pas expliquer à lui seul l'ensemble des différences qu'on observe dans le contexte sportif. Et pour vous prendre un exemple très concret, notamment sur la répartition des filles et des garçons dans les pratiques sportives, on s'aperçoit qu'avant 12 ans, c'est-à-dire avant que les différences physiques entre les filles et les garçons ne deviennent significatives, les garçons et les filles ont déjà choisi un type de pratique approprié à leur sexe. C'est-à-dire avant 12 ans, vous observez déjà que les petites filles vont vers la danse
et que les petits garçons vont vers le rugby et le foot. Et l'argument qui est avancé en psychologie sociale, c'est celui des stéréotypes de genre. Je vais vous la faire en bref parce que Anaïs va revenir là-dessus bien mieux que moi. L'idée, j'ai un petit souci avec l'animation, dans les gender studies, ce qu'on a différencié, c'est le sexe biologique d'une part, qui est de l'ordre plutôt de l'inné. Donc Anaïs rappellera comment on définit le sexe biologique à partir de 4 critères. Et de l'autre côté, le genre psychologique des individus, tout ce qui est lié finalement au comportement, aux intérêts, aux traits de personnalité, et qui là serait plutôt de l'ordre de l'acquis. Alors avant, c'était très très simple. En fait, on considérait les choses extrêmement simplement. Concernant le sexe biologique, on leur disait, voilà, vous êtes homme ou vous êtes femme, cochez la case. Et puis on s'est rendu compte que c'était un peu plus compliqué que ça. Pour définir le sexe biologique, on a besoin de 4 critères, et ces 4 critères ne coïncident pas toujours, et ces 4 critères ne sont pas toujours faciles à déterminer. Ça, c'est la première des choses. Et puis, du côté du genre psychologique, avant, on se disait, quand on est homme, il est mieux vu d'être autoritaire, indépendant, évidemment sportif, et quand on est une femme, à contrario, il est attendu de nous qu'on soit plutôt poli, discrète, à l'écoute des autres, sensible, aimant évidemment les enfants, condition sine qua non. Et on s'est rendu compte que tout ça, finalement, n'avait pas de sens, puisqu'on pouvait très bien être homme ou femme et être à la fois indépendant, aimer les enfants, être sensible à l'écoute des autres, et puis être sportif. Donc on a avancé sur ces questions-là, on est en train de sortir progressivement de cette vision dichotomique et très binaire qu'on avait jusqu'à présent pour à la fois le sexe biologique et le genre psychologique des individus. Alors, bien sûr, ces stéréotypes, ils nous influencent de 2 façons, et ce dès notre plus jeune âge. D'une part, par ce qu'on appelle le processus de socialisation, c'est-à-dire que les stéréotypes nous sont transmis durant notre éducation par différents agents socialisateurs, que peuvent être bien sûr les parents en premier lieu, l'école, les médias, les films, les séries télé. Tout ce qui nous entoure, finalement, nous invite à adhérer à ces stéréotypes à long terme. Et puis, ces stéréotypes nous influencent aussi de façon inconsciente. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'amorçage cognitif. Il y en a qui ont entendu parler d'amorçage cognitif? Ok, d'image subliminale, si ça parle un petit peu mieux. Eh bien, on s'est rendu compte finalement que les stéréotypes nous influençaient aussi de façon inconsciente. Et la première fois qu'on a réussi à démontrer ça, en fait, on a fait venir des participants dans une salle. On leur a dit qu'ils allaient passer un test de langage et on a scindé l'ensemble des participants en 2 groupes. Un groupe qu'on a appelé contrôle et un groupe qu'on a appelé activation du stéréotype lié aux personnes âgées. Pour les participants qui étaient assignés au groupe activation du stéréotype lié aux personnes âgées, ils ont reconstitué des phrases à partir de mots dans le désordre du type « il est retraité depuis peu ». L'autre groupe, le groupe contrôle, les participants devaient reconstituer des phrases du type « il fait beau aujourd'hui ». Vous voyez bien qu'on n'active pas de stéréotype dans la 2e condition. On débriefe les participants à la fin du test, on les remercie, et puis au moment où ils pensent avoir terminé, c'est là que l'expérimentation démarre réellement. Puisque quand ils passent la porte du couloir, ils sont chronométrés à leur insu sur toute la longueur du couloir. Et on s'est aperçu, figurez-vous, que les gens chez qui on avait activé un stéréotype lié aux personnes âgées marchaient beaucoup plus lentement que les personnes chez qui aucun stéréotype n'avait été activé. C'est la première fois qu'on a réussi à montrer l'influence inconsciente des stéréotypes sur notre comportement. Et ce, quel que soit notre degré d'adhésion. C'est-à-dire qu'on soit d'accord ou pas avec ce stéréotype, on est quand même influencé. Alors évidemment, quand on a eu découvert ça, on a recommencé l'expérimentation avec plein de stéréotypes différents, des stéréotypes raciaux, notamment aux États-Unis. On a fait ça avec des stéréotypes liés aux skinheads, liés aux musulmans, etc., etc. Et je vous invite, si vous êtes curieux ou curieuse, à aller sur le site de l'université d'Harvard et à tester vos stéréotypes implicites. Vous pourrez mesurer vos attitudes vis-à-vis des homosexuels, vos attitudes vis-à-vis des musulmans, etc. Et l'idée, c'est simplement de vous dire que ce n'est pas le reflet de vos croyances personnelles, mais simplement le fait que vous avez bien conscience et connaissance des stéréotypes qui sont véhiculés dans votre environnement. C'est un fonctionnement normal de notre système cognitif et de notre cerveau. Nous avons tous et toutes besoin de ces stéréotypes pour comprendre
le monde qui nous entoure, qui est très complexe, et pour nous adapter correctement à ce monde qui nous entoure. Néanmoins, ça a des conséquences. Et c'est important de sortir du déni, de se dire les stéréotypes, c'est pas moi, c'est les autres, pour pouvoir en prendre conscience et mieux agir. Plusieurs conséquences, je ne vous présente pas tout parce qu'on n'aurait pas assez d'une journée pour le faire. Je vous en présente 2, qui sont très liées au contexte sportif. La sous-performance et la discrimination. Alors la sous-performance tout d'abord. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de menaces du stéréotype. Peut-être ici certains ou certaines d'entre vous. Bon, l'idée, c'est qu'en fait, Claude Steele a un jour dit, mais finalement, les femmes, les jeunes filles réussissent mieux jusqu'au lycée en maths, et dès qu'elles arrivent au lycée, c'est la catastrophe. Elles ne réussissent plus du tout les tests, les SAT, qu'on appelle les SAT aux États-Unis, les tests en mathématiques. On s'est posé la question, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, finalement? Alors, on a mené des études, on est allé dans les écoles primaires, on a fait passer des tests de mathématiques aux enfants. Alors, un groupe mixte où on disait que c'était un test de géométrie, un groupe mixte auquel on disait que c'était un test de dessin, et on s'est aperçu que dans la condition dessin, les filles réussissaient mieux que les garçons, alors que dans la condition géométrie, c'était les garçons qui réussissaient mieux que les filles. Ok, on est à l'école primaire. On est allé dans les écoles d'ingénieurs, tester l'effet de la menace du stéréotype. En école d'ingénieurs, on peut imaginer, on peut supposer que les filles qui sont entrées en école d'ingénieurs ont clairement dépassé ce stéréotype, sont talentueuses, ont des compétences en mathématiques et nécessairement ne sont pas concernées par cette menace du stéréotype. Eh bien, on s'est aperçu qu'elles étaient elles aussi affectées par la menace du stéréotype, mais que ce stéréotype pouvait être chamboulé. C'est-à-dire qu'on a fait passer un test de mathématiques complexe à un ensemble d'étudiants d'écoles d'ingénieurs. On leur a dit, dans un groupe, le groupe qu'on appelle standard, on leur a dit, voilà, c'est un test de mathématiques complexe, vous avez 36 matrices de Raven à compléter et vous avez 25 minutes pour le faire. On les a lancés dans le test. Et l'autre groupe, on a simplement rajouté une petite phrase derrière cette liste de consignes. On leur a dit, dans ce test, il n'y a pas de différence entre les femmes et les hommes. Une petite phrase simplement. Eh bien, cette petite phrase, messieurs, dames, a suffi à désactiver le stéréotype, puisque dans la condition standard, les hommes ont été meilleurs que les femmes, mais dans la condition où on a annulé le stéréotype, ce sont les femmes qui ont été meilleures que les hommes. Alors, cette menace du stéréotype, elle a été étudiée en contexte scolaire, en contexte sportif aussi, et c'était le même effet. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un individu, femme ou homme, est ciblé par un stéréotype négatif, et qu'il est dans un contexte évaluatif, il sous-performe ou elle sous-performe. Donc les femmes en maths, les femmes dans le football, les hommes dans les domaines littéraires, ce stéréotype s'active et génère en nous, les individus ciblés, des pensées anxiogènes et nous amène à sous-performer. Top, je suis dans les temps. Allez, deuxième conséquence, la discrimination. Et je vais vous raconter par des anecdotes parce que c'est tellement plus parlant. Ça s'appelle « Vie ma vie de footballeuse professionnelle ». Quand on est footballeuse professionnelle, on fait face à une présomption d'incompétence et d'illégitimité permanente. Vous savez, c'est ce type qui a jamais joué au-dessus du niveau départemental, qui vient vous voir et qui vous dit « Mais du coup, tu fais combien de jongles ? Tu penses que t'en fais plus que moi ? Et du coup, tu penses que t'es meilleur que moi sur le terrain ?» Donc ça se termine toujours de la même manière, parce que j'adore jouer à ce jeu, surtout quand je gagne. C'est tellement jubilatoire. Donc je les prends en 5 contre 5 sur le soccer. Et puis, bon, évidemment, je leur mets une dérouillée. Et la fin est toujours sublime, puisqu'ils finissent par s'excuser platement et être extrêmement respectueux. Et c'est finalement ce qui se passe un peu en entreprise aussi. C'est-à-dire que il faut toujours prouver 2 fois plus, et on le disait tout à l'heure, mais finalement, est-ce que c'est pas les titres qui amèneraient... Mais en fait, non, parce que la logique, elle est qu'on attend 2 fois plus des femmes, voire 3, voire 4 fois plus, avant de pouvoir leur donner quelque chose. Je pense notamment aux filles de l'Olympique lyonnais qui ont gagné mais un nombre considérable de titres. Cette année, elles seront à 13 championnats de France consécutifs remportés. 5e Ligue des Champions remportée si elles gagnent cette année.
8e Coupe de France. Vous imaginez, c'est un truc qui n'a jamais été fait ailleurs, quoi. Et pour autant, ça ne suffit pas à les placer en une de tous les médias. Ça n'est pas suffisant. Donc cette présomption d'incompétence et d'illégitimité, elle plane de façon permanente. Et puis, la discrimination, quand on est footballeuse, elle s'inscrit dans les moindres détails. Évidemment, dans les salaires, ça vous le savez, inutile de vous dire que la plupart des joueuses du championnat de France de D1 aujourd'hui encore ne sont pas payées, sont obligées de travailler 8 heures par jour, de s'entraîner le soir et de voyager 36 heures chaque week-end pour aller jouer à l'autre bout de la France. On ne leur offre même pas non plus le flunch puisqu'elles doivent amener leur pique-nique dans le bus. Mais ça s'inscrit dans les détails. Et pour vous donner un exemple très concret, j'ai une copine qui a signé au FC Nantes cette année, qui a monté sa section féminine depuis quelques temps, et qui s'est vue attribuer pour dotation en début de saison des chaussettes en taille 45-48. Elle fait de 38, les gars. Vous avez idée de jouer avec le talon qui vous arrive au mollet, tellement la chaussette est grande, quoi. En fait, c'est ce principe qu'ont les clubs actuellement, et j'en reviens à ce qui se passe sur le niveau politique, c'est qu'on a une logique de pot commun actuellement, mais un pot commun qui est très mal partagé. C'est-à-dire qu'on se dit, par exemple, pour les garçons, il nous faut 1,5 million de budget cette année, ok, on va aller chercher 1,5 million, puis on verra ce qui reste pour les filles. Mais il reste jamais rien en fait pour les filles. Les filles, du coup, elles vont partir voyager en bus et puis elles boufferont des chips et des sandwichs qu'elles se seront faites elles-mêmes, puisqu'il ne reste jamais rien. Et cette logique-là, en fait, elle s'applique partout, sauf dans les clubs où il y a une vraie volonté politique. Alors je reprends l'Olympique Lyonnais parce que c'est un très bel exemple. Jean-Michel Aulas a mis les moyens depuis 15-20 ans maintenant, vraiment les moyens, c'est-à-dire qu'il a investi à perte chaque année pour que ces filles soient choyées, qu'elles aient un salaire décent, qu'elles voyagent dans des avions, dans des trains, pour arrêter de s'épuiser dans les transports. Et ça a payé, puisqu'aujourd'hui, elles comptabilisent plus de 25 titres en tout et pour tout. L'équipe de l'OL, elle est au-dessus, elle domine le championnat européen, elle domine aussi au niveau mondial. Donc pour moi, c'est important que ce soit des choix politiques. Dernier exemple très concret de ce que j'ai pu vivre dans le foot. Dans le foot, j'ai fait la rencontre avec le sexisme ordinaire quand j'avais 23 ans. J'étais en année de Master 1 et je jouais au Montpellier Hérault à l'époque. Montpellier Hérault jouait la Champions League, on était parmi l'élite. Et on nous a sollicité avec quelques joueuses, alors pas n'importe lesquelles, bien entendu, les plus jolies, forcément. On était 4. Et on nous a dit, les filles, ce qui serait bien, c'est que vous fassiez la campagne de pub pour la campagne d'abonnement du Montpellier Hérault. On a besoin de vous. Donc nous, on s'est dit, mais c'est super cool. On parle jamais de nous. C'est chouette, c'est une opportunité unique. On a dit oui. Et ils nous ont dit, par contre, on va pas mettre vos têtes, on va pas mettre vos noms et on va pas dire que vous êtes les joueuses du Montpellier Hérault. On va juste mettre vos corps, en fait. On leur a dit, les gars, non, ça va pas être possible, quoi. À ce compte-là, prenez des mannequins, ce sera mieux, quoi. Finalement, on tape du poing sur la table, on a gain de cause, on a nos noms, on a nos têtes, et puis on a aussi le fait qu'on soit juste du Montpellier Hérault. Se passe la séance photo, je me dis bien qu'il est en train de se passer quelque chose que j'apprécie pas bien, que les poses qu'on me demande de prendre sont plus que suggestives, et que ce qui va suivre va me déplaire vraiment. Attention, ces images peuvent choquer. Je me suis retrouvée affichée dans la ville de Montpellier en 4x3 sur tous les abribus de la ville de Montpellier. Le slogan est sans appel, l'image est sans appel elle aussi. C'est moi, heureusement, on me reconnaît pas trop, je suis de dos, un peu dans le noir. Je me suis retrouvée affichée dans la cafétéria de ma fac où j'ai fait ma thèse sur les stéréotypes sexués en contexte sportif. Pendant 4 ans. Le supplice, l'humiliation suprême. Et figurez-vous que cette campagne d'abonnement, si vous lisez bien, c'est pour aller voir jouer les garçons à la Mosson. Les garçons à la Mosson, parce que nous, on ne jouait pas à la Mosson. On jouait à Gramont sur le terrain, sans tribune, sans éclairage, où on ne pouvait pas filmer les matchs. Alors bien sûr, je vous parle des mauvais côtés du foot, mais il faut quand même finir sur une note positive.
Et la note positive, c'est que le foot m'a apporté des choses incroyables. Le foot déjà m'a sauvé la vie, clairement. Et je pèse mes mots, c'est pas un euphémisme quand je dis ça. Et m'a apporté des choses qu'aucune autre vie normale m'aurait données. J'ai voyagé à l'autre bout du monde, j'ai gagné un titre olympique, des titres incroyables. J'ai vécu des émotions intenses, des joies immenses, des déceptions amères aussi. Et ça m'a probablement apporté aujourd'hui des qualités qui me servent dans ma vie de tous les jours, que ce soit la persévérance, la confiance en moi, ce côté ambitieux, ce côté je lâche jamais rien. Et je regrette pour rien au monde d'avoir fait ce que j'ai fait, même si ça a été très dur. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a 3 moyens vraiment de pouvoir changer les choses, parce qu'il faut toujours terminer sur des leviers. Il faut éduquer partout, tout le temps, reprendre les choses. Vous voyez ce qu'a dit Balbir cette semaine, il ne faut pas laisser passer. C'est plus tolérable de voir des choses comme ça. Encore une fois, on avance l'argument biologique pour garder toujours le terrain et la main mise, pour ne pas laisser les femmes entrer dans ce milieu-là. Eh bien, je crois que c'est en éduquant tout le monde, partout, dans l'université, dans les entreprises, dans les écoles, partout qu'on peut faire avancer les choses. Continuer à encourager nos filles à pratiquer du sport, non pas pour être belles, non pas pour être bien foutues, mais pour elles, pour leur faire du bien au mental, pour les faire avancer, pour leur donner confiance en elles. Et puis la dernière chose, et je pense que les médias ont un vrai rôle à jouer là-dedans, c'est qu'il nous faut des rôles modèles. Est-ce que ça aurait pas été plus simple si dans ma chambre, c'était pas Zidane, Lizarazu ou Thuram affichés, mais Dick Hunman, Abili ou Le Sommer. Merci. C'est plus d'actualité, Marie-Hélène. La parole est à la salle. Oui. Je me suis déchégé la goule. Je voulais le dire tout à l'heure. Bonsoir. Ouais. Bonsoir. Oui. Qui parle ? Ah, pardon. Oui. Donc, si on prend l'exemple du district de football de Loire-Atlantique, autour de la section féminine, il y a des championnats réservés uniquement aux féminines. Et est-ce que pour vous, c'est essentiel pour le développement du sport féminin en France et surtout du football féminin? Oui, alors on va dire foot parce que du coup ça reste du foot, d'accord. On dit souvent foot féminin pour distinguer comme si c'était différent, mais en fait c'est le même sport et c'est un peu dévalorisant de dire foot féminin. Alors on va dire foot. Oui, je pense que c'est important qu'on ait des championnats féminins. Je pense que c'est important aussi qu'on ait de la mixité. Ouais, je suis pas fermée à l'idée de la mixité, autant que faire se peut. Moi, j'adore jouer en mixité, j'adore jouer avec les garçons. Je trouve que c'est super. Je trouve que ça donne aussi des valeurs. Par contre, enlever complètement la non-mixité, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'il y a beaucoup de filles qui se sentent pas et qui ne se sentent pas performantes, notamment dû à la menace du stéréotype, dans des contextes où elles sont avec les garçons. Et d'ailleurs, moi, je vois bien que souvent, quand il y a des garçons qui jouent avec des filles sur le terrain, les filles, elles jouent pas. Elles ont les mains dans le dos et elles les regardent comme ça, en regardant passer le ballon. Donc c'est important d'avoir les deux possibilités. Je suis pas contre la mixité, au contraire, mais je suis pas fermée. Si je prends l'exemple, parce que je suis entraîneur à la section féminine du FC Nantes, si je prends l'exemple, on est dans un championnat U15 féminine, donc que féminin. Et le problème, c'est que le dernier match de championnat, on a gagné 40-0. Ouais. Ben oui, ça je veux bien l'entendre, parce que ça va prendre du temps pour que partout ça se structure, pour que partout donc, voilà. on ait des encadrements de qualité, que les filles... Mais c'est U15 U15. Ouais, en sachant qu'il y a beaucoup de filles qui arrivent sur le tard aussi et qui du coup n'ont pas les bases, quoi. Mais ce qui est compliqué, c'est qu'au niveau politique, au niveau du district, eux, ils étaient totalement fermés à que nous, on a déjà fait des demandes l'année dernière pour intégrer un championnat masculin et ils étaient totalement opposés. Sauf que là, avec les entre guillemets les pauvres, performances... ils ont peur. Ils ont peur qu'elles gagnent. Peut-être. Oui, ils ont peur qu'elles gagnent. Mais vous savez, c'est arrivé ça à l'OL. Il y a eu une victoire mythique en U11. Les petites ont collé une dérouillée aux U11 garçons. Une dérouillée, elles ont gagné 4-0. Sans appel. Mais ça a fait un boucan. Parce que, évidemment, ils ont peur, en fait. Ils ont peur qu'elles gagnent. C'est dingue. C'est dingue. 2018, hein. Excusez-moi, ça m'énerve. Une autre question ?
Est-ce qu'une femme peut poser une question géniale? Du coup, je sais pas si je vais bien formuler ma question, mais en fait, c'est pour rebondir sur ce que vous disiez et sur ce que Aurélie elle disait. Quand vous parliez d'éducation et de communication du sport féminin et des modèles, moi, ce que je constate, c'est qu'en ce moment, sur les réseaux sociaux, on voit une couverture, surtout sur la montée du fitness, par exemple. Mais vous pensez quoi, en fait, que le fait que ce soit des pratiques qui mettent vraiment en avant le corps de la femme plutôt que la pratique en elle-même du sport? Alors moi, ce qui me gêne plutôt, c'est les raisons avancées pour les inciter à pratiquer. C'est-à-dire qu'on les incite à pratiquer pour être bien foutus. Et on les incite jamais à pratiquer pour avoir l'esprit de compétition, pour avoir envie de gagner, pour avoir confiance en elles. Je pense que c'est plutôt ça qui me dérange. Mais de façon générale, et c'est pas juste lié au fitness, ça rejoint un peu ce que disait Aurélie tout à l'heure, dans la malmédiatisation, c'est un très bon terme, on a souvent tendance à mettre en avant le fait que les femmes soient jolies, les femmes, comme si en fait, nécessairement, il fallait que ce soit la première qualité des sportives. Et ça donne lieu à de vrais complexes. Je reviens juste sur un truc qui m'est arrivé quand j'étais gamine et qui, je pense, est arrivé à toutes les footballeuses de mon entourage. On est prise, quand on est sportive ou sportive de haut niveau, entre des injonctions paradoxales. D'un côté, les injonctions qui nous sont faites par le contexte sportif, à être puissante, rapide et donc musclée. Ces injonctions sont totalement contradictoires, paradoxales, avec celles qui nous sont faites par la société, à être fine, avoir des formes, si possible, et ne pas être trop musclée pour ne pas ressembler à des hommes. Eh bien, tout ça fait qu'à un moment donné, ce sont aussi des freins pour les femmes. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de se masculiniser pour être acculé sous les commentaires sexistes et abominables, misogynes, parce qu'on est trop musclé. Et ça, en fait, je pense que beaucoup de femmes ne vont pas vers le contexte compétitif précisément pour ces raisons-là. Et j'en ai connu beaucoup, notamment dans les équipes que j'ai côtoyées, qui disaient, l'argument premier, c'était de dire, oui, moi, je fais du foot, mais je reste femme. Alors, elle reste femme comment ? Elle se colle du vernis à ongles, elle se lisse les cheveux alors qu'il fait 80% de taux d'humidité et que les cheveux vont friser au bout de 5 minutes, ça n'a pas de sens. Elle se met du maquillage alors que ça dégouline sous la transpiration et juste ça fait mal aux yeux, c'est pas du tout adapté. Mais juste pourquoi ? Pour répondre à ces injonctions qui nous tiraillent dans tous les sens et auxquelles on ne peut pas répondre. On ne peut pas répondre parce qu'on est avant tout sportive en fait et qu'on a envie d'être reconnu pour nos compétences et nos talents sportifs. C'était un peu longue. Merci Mélissa. On va passer à Anaïs et on reviendra à la fin avec des questions aux trois. Alors, je crois que ce que je vais aborder, j'espère, peut-être pas modestement, va pouvoir vous permettre de comprendre les processus qui mènent à tout ce qu'ont pu expliquer Mélissa et Aurélie. Je travaille depuis maintenant une quinzaine d'années sur ce qu'on appelle les contrôles de sexe. C'est-à-dire que ce sont des contrôles médicaux imposés aux sportives depuis les années 1960. Pourquoi ces contrôles médicaux ont été mis en place, j'y reviendrai. C'est que progressivement, l'institutionnalisation du sport, alors là je suis obligée de le dire, mais du sport, ce qu'on appelait le sport féminin à l'époque dans les années 20, a été très progressif. Et on a vu des femmes mettre leur corps en mouvement et sortir des critères normatifs de la féminité. Donc des femmes qu'on n'avait pas l'habitude de voir sur des terrains sportifs, trop grandes, trop musculeuses, sans hanches, sans seins, etc. Et très vite, les médias et les institutions scientifiques et sportives vont remettre en doute ce qu'on appelle l'identité sexuée de certaines d'entre elles. Ils vont se poser des questions sur qui sont ces femmes. Est-ce que ce sont des vraies femmes, entre guillemets, c'est vraiment des choses que j'ai retrouvées dans les archives, des femmes non authentiques, ou alors, carrément, des hommes déguisés en femmes pour pouvoir obtenir des victoires. Chose qui n'est jamais arrivée dans l'histoire du sport, je le dis et je le répéterai jamais assez. Vous entendez beaucoup de légendes, rumeurs qui consistent à dire que des hommes se sont déguisés en femmes dans des compétitions internationales pour avoir des médailles. Or, ça n'est jamais arrivé. On pourrait y revenir. Pourquoi je vous disais ça ? Puisque du coup, dans le souci affiché, donc de vouloir débusquer, si vous voulez, d'éventuels hommes déguisés ou alors des femmes non authentiques,
des contrôles de sexe sont mis en place pour la première fois dans les années 60. Alors je vais essayer de brancher mon... Ça arrive. Quels vont être ces contrôles de sexe ? Le premier type de contrôle systématique va prendre la forme d'un examen gynécologique et morphologique. C'est-à-dire qu'en 1966, au championnat d'Europe de Budapest, toutes les femmes qui voulaient participer à ces championnats d'Europe d'athlètes devaient passer nues devant 3 médecins gynécologues pour qu'on regarde leurs organes génitaux et qu'on s'assure que ce sont de vraies femmes. Mais sans se contenter d'un examen gynécologique, il leur faisait passer aussi un contrôle que j'appelle morphologique. Elles devaient presser dans une poire, donc ce qui est un dynamomètre, pour évaluer leur puissance musculaire. Et elles devaient souffler dans un spiromètre pour évaluer leur capacité respiratoire, qui devait rester clairement en deçà des capacités estimées masculines. Ce test va être jugé beaucoup trop humiliant par les sportives, mais aussi par les institutions sportives elles-mêmes. Il va être reconduit, mais malgré tout, de nombreuses polémiques, de nombreuses remarques sont faites sur ce test. Donc du coup, la Fédération internationale d'athlétisme va être obligée de changer de forme. Ils ne vont pas remettre en question la finalité du test, c'est-à-dire à savoir pourquoi définir ce qu'est une vraie femme autorisée à concourir, mais ils vont remettre en question le mode de passage de test. Et donc, ils vont décider en 1968 pour la première fois aux Jeux Olympiques d'hiver à Grenoble et après à Mexico. J'ai honte devant Sylvain, mais je ne sais plus quels sont les Jeux, si c'est les Jeux d'hiver à Grenoble avant ou Mexico, mais bon, c'est pas grave. Toutes les participantes vont devoir subir ce qu'on appelle un test de corpuscule de barre. Donc on va arrêter de les mettre nues et d'évaluer leur puissance et leur capacité respiratoire. En revanche, on va leur prélever de la salive avec un coton-tige pour voir si chromosomiquement, ce sont des vraies femmes, donc des femmes XX. Suite à ça, si elles réussissaient le test de féminité, enfin après ça s'est appelé contrôle de sexe, test de féminité, plus tard contrôle de genre, et on verra ce qu'il en est aujourd'hui, elles recevaient ce qu'elles appelaient entre elles un passeport de féminité ou un certificat de féminité, que je vous ai mis au tableau, qui attestait, si vous voulez, de leur vrai statut de vraie femme. Voilà, de leur statut de vraie femme. Sauf que le monde du sport va découvrir ce qu'on appelle l'intersexuation. Donc, sur les conseils de Mélissa, je vais vous définir ce qu'est l'intersexuation. Ce sont des personnes nées avec des caractères sexuels, génitaux, gonadiques ou chromosomiques qui ne correspondent pas aux définitions binaires type des corps masculins et féminins. C'est-à-dire que vous avez 1,700, c'est les derniers chiffres qui sont sortis récemment, c'est l'ONU qui les a émis, 1,700% de naissance d'individus intersexes. Donc c'est loin d'être quelque chose qui est considéré comme marginal. C'est-à-dire que vous avez des individus qui ne sont pas XX ou XY, mais qui peuvent être XXY, XXXY, etc. Vous avez des individus qui ont des testicules, des femmes, qui ont des testicules intra-abdominaux. Vous avez des nouveau-nés à la naissance qui ont un sexe gonadal indistinct. Donc on définit une sorte d'hypertrophie du clitoris ou un micro-pénis, on ne sait pas, etc. Donc, si vous voulez, la vision binaire biologique du sexe est compliquée. Et le monde du sport s'aperçoit qu'il est biologiquement impossible de définir ce qu'est une vraie femme. Puisque qu'est-ce qu'on fait des individus qui sont XXY ? Il y a aussi des hommes qui sont XX. Qu'est-ce qu'on fait des gens qui sortent de cette vision binaire ? Bref, le premier cas, le premier cas connu que j'ai retrouvé dans les archives, c'est le cas d'Eva Klobuchowska. Je m'étais promis de vous dire des chiffres, mais il faut que j'aille vite. À Mexico, au JO de Mexico, les 844 concurrentes, ah oui, c'est une question qu'on me pose souvent, toutes les athlètes au JO devaient passer les tests, que ce soit des femmes qui font de l'équitation ou alors de la gymnastique ou de l'athlétisme. Seule la princesse Anne en 1976 à Montréal n'a pas passé, qui concourait dans la catégorie, en équitation, n'a pas passé les tests de féminité. Ça a du sens en problématique de classe, mais on n'a pas le temps. Bref, sur 6561 femmes testées, de 72 à 90, 13 ont été exclues des compétitions, soit environ une compétitrice sur 505. Et ne vous dites pas que c'est énorme, il n'y a que dans le monde du sport
qu'on teste, en fait. Peut-être que souvent, c'est une question qu'on me pose et mes étudiants aiment me poser à la fin de mes interventions. Mais madame, êtes-vous intersexe ? Ce à quoi je leur réponds, je n'en sais rien, je n'ai jamais effectué de karyotype. Puisqu'il y a des variations chromosomiques qui sont visibles dans les corps, marquées, mais il existe aussi des variations chromosomiques, hormonales, on le verra, qui ne sont pas visibles dans les corps. Donc je ne sais pas. Et donc c'est pour ça que 1 sur 505, ce n'est pas plus grand que dans la population mondiale, parce que de toute façon, il n'y a que dans le sport qu'on testait systématiquement. Je ne sais pas si je suis claire, mais voilà. J'aurais voulu l'être. Qu'est-ce qu'il est arrivé à Eva Klobuskovska ? Elle passe le test en 1967 à Kiev, le test de corpuscule de Barr. On lui révèle... Non, elle avait passé le test avec succès. Vous savez, celui où on regarde ses organes génitaux, où elle presse une poire et elle souffre... elle presse la poire et elle souffle dans le spiromètre, le lapsus. Du coup... Elle l'avait passé avec succès, donc elle était contente, on lui avait dit en 66, tu es une vraie femme. Sauf que ça a changé entre-temps, c'est pour ça que je vous dis que c'est compliqué. Hein. En 67, on décide de lui faire passer le test de corpuscule de Barr. Et il s'avère, suite au résultat, que ces médailles, donc elle a un résultat négatif. Ces médailles lui sont retirées, elle est contrainte d'arrêter les compétitions internationales, puisqu'elle n'est pas autorisée à concourir, puisqu'elle n'est pas définie comme une vraie femme. Elle va, 3 ans plus tard, en 70, l'interdiction va être levée par la Fédération internationale d'athlétisme, puisque, je cite, Eva Klobuskovska avait en réalité un chromosome de trop. Elle est 46XXY. C'est probablement un cas de mosaïsme. Mais, et ça va avoir du sens, vous allez le comprendre, ce Y ne fonctionne pas, ne lui confère pas d'avantages physiques significatifs. Autrement dit, ce Y ne libère pas assez de testostérone pour pouvoir changer son équilibre hormonal, ces seuils hormonaux qui doivent rester dans les seuils autorisés médicalement et arbitralement par la médecine du sport. J'y reviendrai. Faut que j'avance. Ouais. Alors, il va y avoir beaucoup de débats. On va se rendre compte qu'en fait, c'est très difficile de définir ce qu'est une vraie femme chromosomiquement et que aller rechercher, si vous voulez, le deuxième X, ça ne fonctionne pas parce qu'on a ces femmes qui sont XXY. Qu'est-ce qu'on en fait ? Et en plus, le Y ne fonctionne pas, donc on les réautorise à concourir. L'IAF, la Fédération internationale d'athlétisme, va être embêtée. La fiabilité de ce test est estimée dans les publications scientifiques de 60 à 70%. J'ai rencontré des sportifs qui m'ont dit que c'était tellement peu fiable que lors de Jeux du Commonwealth, je crois, elles ont dû repasser les tests parce qu'un médecin homme faisait passer les tests, il était malade, donc il avait éternué beaucoup et il avait pollué les goupillons, et donc il s'était avéré qu'il y avait 90% de femmes exclues des Jeux du Commonwealth. Donc ils se sont rendus compte qu'il y avait une aberration, ils ont dû refaire passer les tests. C'est pour vous dire à quel point c'était peu fiable. On pourra y revenir si ça vous intéresse, il y a eu énormément de débats, de polémiques, de critiques sur ce test, estimé fiable à 60%. Le monde du sport a appliqué ce test alors que les généticiens eux-mêmes l'avaient abandonné 30 ans auparavant. Bref, je passe vite. L'IAF décide de renoncer à ces tests de féminité, ces contrôles de genre. Mais le CIO, lui, les maintient. Mais il va changer à nouveau de forme. C'est-à-dire qu'en 91-92, le CIO, cette fois-ci, ne va pas chercher le deuxième X, mais il va essayer de faire ressortir le Y. Donc il va mettre en place le test PCR-SRY pour faire ressortir. C'est la même procédure, c'est estimé aussi peu invasif, comme ils le disent. On prélève de la salive, et puis on procède à un karyotype, et puis on regarde s'il n'y a pas un Y. Sauf que ça résout... Alors, il est estimé beaucoup plus fiable dans les publications scientifiques, il est estimé fiable à 99%. Or, on peut se poser la question des 1% d'erreur, est-ce que ça reste acceptable ? Et la sensibilité du test PCR-SRY est aussi tellement forte que si un homme l'administre ou se trouve simplement à proximité, il peut également fausser les résultats. Bref, donc il y a beaucoup de débats, etc. Tout ça pour vous dire que les changements dans les critères de ce test, donc les organes génitaux d'abord, mais aussi la force musculaire et la capacité respiratoire, puis la présence d'un deuxième chromosome X, puis la présence d'un Y, montrent les multiples dimensions du sexe biologique et la grande difficulté à déterminer le vrai sexe d'une personne. Il va y avoir plein de problèmes. Je passe. Le CIO va se résoudre à supprimer, lui aussi, à son tour, les tests de manière obligatoire et systématique au JO de 2000 à Sydney. Sauf que, tout comme la Fédération internationale d'athlétisme, le CIO se réserve le droit, en cas de suspicion, de doute, émis
au sujet de l'identité sexuée des athlètes, de leur faire passer des tests. Ça va mener à quoi, tout ça? Eh bien, au cas que vous connaissez sûrement de Caster Semenya. En 2009, elle remporte les championnats du monde d'athlétisme à Berlin, le 800 mètres, en 1 minute, 55 secondes et 45 centièmes. On va l'accuser d'être trop poilu, trop musclé, d'avoir une voix trop rauque. Donc ça m'a posé problème, parce que je me suis dit, heureusement que je ne fais pas de sport de haut niveau. D'avoir une coiffure dite masculine, et surtout, Jean-Pierre de Mondenard, pour ne pas le citer, un médecin du sport, le lendemain de sa victoire sur Europe 1, dira qu'il y a quand même un problème avec Caster Semenya, parce qu'on voit bien qu'elle porte un Bermuda au lieu d'une culotte, donc peut-être qu'elle dissimule quelque chose. Bref, et c'est vraiment pas, c'est pas moi qui le dis. Plus lourdement, on va lui suspendre sa victoire, et on va remettre en cause publiquement, mondialement, son identité sexuée. Est-ce une femme? Est-ce un homme? Donc je vais passer vite. Il y a juste une dimension très importante qui est à prendre en compte que tout le monde oublie. Caster Semenya, elle fait 1 minute 55 secondes 45 centièmes. Pour les fans d'athlètes, avec un tel temps, Caster Semenya ne peut pas se qualifier au championnat de France masculin sur 800 mètres. Et Dieu sait qu'on n'est pas, à part, oui, si, maintenant il y a Boss, mais on n'est pas non plus les monstres du 800 mètres. Bref. Donc elle est à 15 secondes des performances dites masculines. Tout ça pour vous dire que la bicatégorisation sexuée, tout ce qui fait peur, tout ce dont on a parlé là, la victoire, je reviens sur les questionnements, c'est la victoire, peut-être non. En fait, la crainte, si vous voulez, des instances dirigeantes sportives, parce qu'il faut comprendre pourquoi on met ces tests en place, c'est qu'on part du principe que les femmes et les hommes sont naturellement, biologiquement, que les femmes sont inférieures, d'accord ? Peut-être, sauf que comme l'a montré Mélissa, il y a des contre-exemples. Le sport de haut niveau fait ressortir les athlètes exceptionnels, les athlètes surhumains, Bolt, Fourcade, de la même façon que Caster Semenya. Ils ont d'ailleurs des avantages physiques indéniables, je pense, ou biologiques, c'est pas mon domaine, mais j'en suis convaincue. Pourquoi je dis ça? Je me perds. Oui, du coup, elle ne remet pas en cause l'incertitude du résultat. Parce qu'au final, pourquoi les instances dirigeantes sportives, pourquoi le monde du sport veut bicatégoriser à haut niveau? Il y a des enjeux financiers et économiques majeurs. Et on le dit, si demain on met Caster Semenya ou on le verra plus tard, Dutty Chand concourir chez les hommes, elle n'a aucune chance de victoire. C'est pareil, je crois avoir entendu, je suis désolée Mélissa, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais je crois avoir entendu de la part de mes étudiants que l'équipe de France de foot des femmes ne gagnerait pas contre une équipe de CFA masculine, qu'il y a eu des manifestations dans ce sens-là et qu'elle ne gagnerait pas. Ouais, mais il paraît qu'il y a eu, bref. Mais de toute façon, même si c'est le cas, il faut comprendre pourquoi. Ce ne sont pas des différences physiologiques, biologiques, uniquement. C'est-à-dire que derrière, c'est tout ce dont on a parlé, il y a tout un processus culturel, des freins, et on va le voir, puisque même quand une femme excelle et qu'elle ne se rapproche pas vraiment dangereusement des performances masculines, on va l'interdire de concourir. Pourquoi? Faut que je passe vite, il me reste combien de temps? C'est bon? Pourquoi on va l'interdire de concourir? Alors attention, parce que je n'ai jamais eu accès... Et il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites fausses dans la littérature scientifique, dans les médias. Je n'ai jamais eu accès, et personne, ou très peu de personnes ont eu accès au dossier médical de Caster Semenya. Si c'est le cas, que quelqu'un me le dise. On a des suspicions sur le fait que Caster Semenya pourrait être une athlète qui présente de l'hyperandrogénisme féminin. Pourquoi? Parce qu'on a statué sur son cas, on l'a interdit de concourir pendant 2 ans. On lui a fait toute une batterie de tests chromosomiques, sanguins, etc. pour comprendre, je ne sais pas quoi d'ailleurs, pour comprendre pourquoi elle gagne et elle court vite. Et donc, pourquoi je dis qu'on pourrait présager qu'elle présente de l'hyperandrogénisme féminin? Parce que suite à l'histoire de Caster Semenya est sorti le règlement sur l'hyperandrogénisme féminin du CIO en 2012 à Londres. Mais attention, il y a une chose que j'ai découverte, c'est les précurseurs sont la Fédération internationale d'athlétisme en 2011, et aussi, et c'est très peu dit, la FIFA en 2011 aussi. Donc c'est les précurseurs, c'est le foot et l'athlé. Bref, qu'est-ce qui est dit dans ces règlements? Tout simplement, les femmes qui produisent... alors attendez, je vais bien le dire. Plus de dynamomol de testostérone par litre de sang, donc c'est le seuil autorisé arbitrairement et médicalement, sont incitées, n'ont pas le droit de participer à condition qu'elles
elles régulent leur taux de testostérone et donc s'injectent des oestrogènes pour rabaisser leurs taux hormonaux. Donc c'est un dopage à l'envers. Si elles ne veulent pas, on leur conseille de concourir chez les hommes, mais je vous ai bien dit que Caster Semenya ne serait même pas qualifiée. Et Fénichel, un médecin en 2013, dans une publication à ce sujet-là, leur recommande également des opérations, à savoir peut-être une gonadectomie pour certaines athlètes qui ont des testicules intra-abdominaux non descendus, ou même des opérations chirurgicales pour réduire la taille de leur clitoris. Ce à quoi un étudiant un jour m'a dit « Madame, je ne comprends pas en quoi avoir un long clitoris peut permettre d'exceller sur 800 mètres. » Je trouve ça hyper judicieux. Bref. Mais j'y avais jamais pensé. C'est pour ça oui. Voilà. J'étais tellement dans mes trucs que j'étais là... c'est vrai. Donc du coup, pour finir... Ça va être horrible. Caster Semenya, c'est une athlète incroyable. Elle va arrêter de s'entraîner. Ses performances vont inévitablement diminuer parce que je vous laisse imaginer ce qui se passe quand on se dope à l'envers. Bref, ces traitements sont accusés de générer des nausées, des évanouissements, des vertiges. De toute façon, vous pouvez tous essayer de vous injecter des oestrogènes pour baisser vos taux hormonaux. Vous verrez que vous ne serez pas en bonne santé. Bref. Du coup, en 2014, apparaît Dutee Chand. C'est une sprinteuse indienne qui est double médaillée d'or en 2014 aux Jeux asiatiques juniors. Alors Dutee Chand, moi, elle me pose un problème parce que... Attention, elle est nulle, mais bon, j'aurais adoré faire 7 ans. Mais elle fait 11, 5, 12 secondes au 100 mètres. Elle est pas dangereuse, d'accord ? Elle est pas nulle, mais j'ai jamais fait ce temps-là. Mais si vous voulez, elle ne remet pas en cause la suprématie des Jamaïcaines sur 100 mètres à l'époque. Mais on lui supprime ses médailles de la même façon et on lui fait passer des tests et elle est accusée, elle, pour le coup, et elle, on le sait, d'hyperandrogénisme féminin. Sauf que Dutee Chand, c'est pas la première dans l'histoire du sport, mais j'ai pas le temps, mais ça a été beaucoup plus médiatisé, décide de résister et de porter plainte auprès du tribunal arbitral du sport. Elle explique qu'elle n'a pas triché, que ses taux hormonaux sont naturels, endogènes. Et en plus, elle a quand même un argument, c'est que elle n'est pas exceptionnelle, contrairement à Caster Semenya qui balaye tout dans sa discipline, et dans sa discipline, elle n'est pas exceptionnelle sur 100 mètres. Elle se bat et elle parvient à gagner, puisqu'en juillet 2015, le TAS donne raison à Dutee Chand en l'autorisant à concourir à nouveau. Il fait suspendre pendant 2 ans le règlement relatif à l'hyperandrogénisme féminin, puisqu'il estime qu'il manque d'évidence scientifique qui attesterait de l'impact du taux de testostérone naturel, puisqu'il est prouvé que le taux de testostérone exogène permet d'accroître les performances, la musculature, c'est une évidence. Donc il n'y a pas de résultats scientifiques qui attestent de l'impact du taux de testostérone naturel directement sur la performance sportive. En même temps, ça devient très très compliqué de parvenir à isoler la testostérone produite naturellement de tout ce qui se déclenche dans un corps pour voir si ça permet d'accroître la performance sportive et puis tous les enjeux derrière pour pas faire de biologisation du social, mais tous les enjeux, l'entraînement, la socialisation, la culture, le pays dans lequel on est. C'est clair que c'est beaucoup plus facile de faire du sprint en Jamaïque et du ski en France. Bref, je passe trop vite. Pourquoi je vous dis ça ? C'est hyper contemporain. Du coup, non. À Rio, en 2016, Caster Semenya, cool, les règlements sont suspendus, elle peut recommencer à concourir et on voit que c'est absolument une championne incroyable puisqu'elle remporte la médaille olympique à Rio et elle est sur un podium que tous les commentateurs sportifs imaginent intersexes ou alors pensent que ces 3 athlètes produisent de l'hyperandrogénisme présentent de l'hyperandrogénisme féminin. En avril 2018, la Fédération internationale, la Fédération internationale d'athlétisme a décidé, puisque c'est un podium qui est soupçonné de présenter de l'hyperandrogénisme féminin, a décidé... Ah oui, non, j'ai oublié de dire. En 2017, la Fédération internationale d'athlétisme sort son étude. Ils
Il se trouve que, je suis désolée, j'ai pas les chiffres, mais je pourrais vous les retrouver si vous me posez la question. Il se trouve que sur certaines disciplines, le marteau, les femmes qui ont de l'hyperandrogynisme féminin ont 4% de plus. Ça ne va jamais sur les taux que le TAS avait demandé de 10 à 12% de plus que les autres athlètes qui ne sont pas hyperandrogéniques. Quand bien même, sur les disciplines, c'est vraiment Caster-Semenya qui est ciblé, ils sortent un règlement qui, sur les disciplines qui concernent Caster-Semenya, parce que Caster-Semenya, c'est un Bolt, hein, elle a décidé de pas uniquement faire du 800, elle veut faire du 400, du 1005, du 400 au mile. Les femmes qui présentent de l'hyperandrogénisme doivent rabaisser leurs taux hormonaux ou revenir dans les seuils autorisés. Et ça a durci les règles d'éligibilité pour ces compétitions, puisqu'on est passé de 10 nanomoles à aujourd'hui un taux de testostérone inférieur à 5 nanomoles par litre. Caster-Semenya a porté plainte auprès du tribunal arbitral du sport. Le règlement devait être mis là, le 1er novembre en 2018, en vigueur. Et je viens d'apprendre ce matin que finalement, comme l'étude, je ne citerai pas le nom de ces médecins, etc., mais l'étude, dans l'échantillon de la population qui a été prise, il y a 2000 données qui ont été prises pour évaluer et voir si la testostérone permet d'accroître les performances. Dans l'étude, dans l'échantillon, il y a des athlètes dopés. Ça a posé beaucoup de problèmes en termes d'éthique. Est-ce qu'on peut comparer la production de testostérone exogène et naturelle? Et est-ce qu'on peut punir une athlète intersexe de la même façon qu'une athlète dopée? Est-ce que produire de la testostérone de manière endogène pour une femme, puisque Caster-Semenya se définit en tant que femme, s'est vécue en tant que femme et ne se dit absolument pas intersexe, la seule chose qui la caractérise aux yeux des institutions sportives, c'est qu'elle produit plus de testostérone que la moyenne. La question que je vous pose, est-ce qu'une grande taille ne peut pas être un avantage physique en basket, en volley ou en saut en hauteur de la même façon que de la testo sur 800? Est-ce que, je ne sais pas, une élasticité ligamentaire incroyable ou plein d'autres avantages? Je suis nulle en biologie, mais je ne devrais pas dire ça. Non, je ne suis pas biologiste, mais j'ai cru comprendre, j'ai regardé une émission là d'ailleurs où il y a Gaëlle passionnante, où j'ai cru comprendre que les athlètes... non mais c'est vrai, les athlètes exceptionnels avaient tous des avantages physiques incroyables, que Fourcade il avait quelque chose d'incroyable, que Phelps avait quelque chose d'incroyable, de la même façon que Caster-Semenya. Sauf qu'aujourd'hui, et je vais finir là-dessus, normalement, à partir de mars, ces femmes que vous voyez, elles ont un avantage naturel qu'elles vont potentiellement devoir réguler et donc arrêter leur carrière de néo niveau et connaître des vertiges, des évanouissements et des nausées si elles veulent jouer le jeu. J'espère que j'ai pas été trop longue et pas trop confuse. Je vous remercie de votre attention.